Les passeurs de feu. Cigares, alambics et fourneaux. Attends, tu veux me dire tout? Les passeurs de feu, le podcast qui vous enflamme. Les passeurs de feu, le podcast qui vous enflamme. Eh bien voilà, on y est Guillaume. C'est parti. Ben on y est, premier épisode, les passeurs de feu. Eh oui, les passeurs de feu. Ça fait combien de temps qu'on en parle? Ça fait quelques mois maintenant. Ça fait quelques mois qu'on en parle, on a commencé à en parler cet été. Et on était sur un événement cigare. Et en discutant, on s'est rendu compte qu'on avait quelques points communs, notamment tout ce qui est... On savait déjà qu'on avait des points communs, non? Ouais, mais oui, évidemment. Mais on a découvert qu'on avait un point commun intéressant, enfin, Qu'on ne soupçonnait pas en tout cas. qu'on soupçonnait celui-là, pas. ouais. Qui était le son, la radio, la voix. Est-ce que la voix peut transmettre, peut faire passer? Et c'est là qu'on s'est mis à discuter et à parler de ton expérience de radio quand tu étais à l'armée. Et puis moi je te parlais de mon amour de la radio depuis longtemps, de la voix, du son. Et c'est vrai que je pense que c'est un bon vecteur pour communiquer les émotions, de la passion. Et on va essayer de faire ça tous les deux. En parlant de nos sujets favoris, c'est-à-dire le cigare, l'alambic, les fourneaux, donc l'alambic aussi pour les spiritueux qui accompagnent le cigare, et puis les fourneaux parce que c'est, en tout cas pour moi, c'est une quête de tous les jours de trouver les meilleurs produits, Ouais. les meilleurs cuisiniers, et puis de se faire plaisir, au quotidien avec des bons cigares et de la bonne bouffe, quoi. Absolument. Moi, je suis vraiment ravi de le faire avec toi et ravi également de croiser ces domaines qui sont de toute façon très liés Très finalement. connexe, hein. Très, très connectés. Il y a beaucoup de passerelles entre toutes ces, entre le cigare, les spiritueux et la cuisine. Et du coup, je suis ravi parce qu'en plus, je pense qu'on va s'adresser à un public assez large en fait. Voilà, C'est pas simplement cigare, c'est pas. et pas simplement cigare. Et ça, c'est très important, puisque voilà, et même à travers le cigare, de toute façon, on verra qu'on peut raconter des choses. Voilà, on peut toucher à l'intime, on peut parler de plein de choses intéressantes. Très bien, c'est parti. C'est parti. Mais écoute, on vient d'ouvrir la deuxième bière là, qui est vraiment intéressante. J'ai pas le nom, mais par contre, ah oui, c'est la Honolulu Baby. Baby. Ouais. Moi, je trouve qu'elle est vraiment intéressante parce qu'elle a un goût de fumée. Alors c'est vraiment un hasard. Parce que toi, tu l'avais pas senti, et moi, ça m'a frappé. Ouais, ouais. En parlant de fumée, pas de fumée sans feu, c'est facile, mais je pense qu'on la fera plusieurs fois. On va pas se priver, je non? suis allé il y a quelques jours rendre visite à Frédéric Barrette à Amiens, à son restaurant Les Orfèvres, qu'il a ouvert il y a 3 ans, enfin qu'il a repris il y a 3 ans. Ouais. Et on y a fait d'ailleurs un magnifique déjeuner. Et après le service, j'en ai profité pour discuter un peu avec lui. Et puis j'ai fait un petit peu de son qu'on écoutera tout à l'heure. Et je lui ai demandé à Frédéric sur quoi il avait commencé, quels étaient les premiers feux, quel était un petit peu son premier contact avec la cuisine en tant que futur professionnel. Et dis-moi, Guillaume, toi tes premiers feux justement en matière de cigares ou peut-être de gastronomie ou spiritueux, c'est quoi? Quels sont tes premiers souvenirs? Écoute, pour faire. C'est bien parce que c'est la première, hein, parce que sinon on va Ouais, pas se ouais, raconter ouais, nos ouais, vies. ouais. Non, non, après on fera parler les autres beaucoup, beaucoup plus. Écoute, moi, le cigare, ça s'est fait en deux temps. D'abord, quand j'avais 15-16 ans, un oncle, Henri Luc, on va le citer, qui aux réunions de famille avait toujours des cigares et qui en distribuait volontiers aux ados dont je faisais partie. Qui était autour de lui, ouais. Voilà, qui était autour de lui. Ce que j'ai vraiment apprécié de sa part, c'est qu'il m'a toujours donné deux conseils. C'était n'avale pas la fumée, c'est pas comme une clope. Et parce qu'à l'époque, je fumais la clope, de temps en temps. Et surtout, quand on a marre, tu arrêtes. Mhm. Et franchement, ces deux conseils, je les ai suivis à la lettre et ça m'a, je pense, évité pas mal de petites De mauvaises déconvenues. surprises, ouais. De petites déconvenues. Et je dois avouer qu'à l'époque aussi, dans les mois, enfin dans ces époques-là, assez rapidement aussi, je me suis mis à fumer la pipe. Ouais. J'aimais vraiment beaucoup l'objet, j'aimais beaucoup
Alors, je suis pas allé dans beaucoup de variétés de tabac, mais voilà, j'aimais bien ça. Et puis le deuxième temps du cigare, là, je fais une petite digression sur la pipe, c'est mon beau-père. Et là, mon beau-père, on est assez précisément, je crois, à Noël, aux alentours de Noël 2004. Donc voilà, il y a 13 ans à peu près, où là, il me reconnecte avec le cigare parce que j'avais pas poursuivi en fait. Hein, tu vois, je sais même que j'ai eu une petite période cigarillo qui a pas duré très longtemps. Et voilà. Et ensuite, il y a mon beau-père qui, à la fin d'un dîner, me propose un Monte Cristo numéro 5. Bonsoir. Et bonsoir. Et voilà, parce qu'en fait, on n'est pas tout seul ce soir. On a quelques visiteurs dans le studio. Quelques visiteurs dans le studio, mais voilà, il n'y a aucun souci. Et donc, ce Monte Cristo numéro 5 a été une révélation. Vraiment une révélation à la fin de ce repas où je crois que j'ai plus dit grand chose pendant quelques bonnes minutes parce que je pensais déjà au retour sur Paris en me disant il faut que je trouve une bonne civette et que je continue à découvrir un maximum le cigare. Voilà. Ouais, Toi, ça a commencé comment du coup? J'ai envie de savoir aussi parce que je suis pas sûr de savoir en fait. Bonne soirée. Écoute, moi le cigare c'était quelque chose dont j'avais envie, mais que j'avais pas vraiment sauté le pas. Et c'est une envie que je devais avoir 23-24 ans. Comme beaucoup d'ailleurs, j'ai fumé la cigarette, que j'ai arrêté quelques années après. Et en fait, c'est ma chérie, c'est mon épouse qui m'a offert 3 cigares pour mon anniversaire. J'avais 25 ans. Elle savait que ça m'intéressait, donc elle a tapé dans le mille. Et donc, 3 cigares que j'ai fumés les 3 soirs qui ont suivi mon anniversaire. Et comme toi, le 4e soir, il fallait absolument que je trouve une civette et que je m'intéresse à ce produit parce que j'avais vécu quelque chose d'assez fort à tout point de vue, c'est-à-dire la nouveauté. Tu te souviens excuse-moi, des noms des cigares? Oui, absolument. Ouais, vas-y. Le premier et le plus marquant, ça a été un Lusitanias de chez Partagas. Ah, d'accord, donc un double Corona bien. Voilà, c'était que des gros cigares, bien copieux, qu'elle m'avait offert. Il y avait un autre double Corona qui était un punch double Corona. Ah là là. Qui est une magnifique vitole aussi, plus douce que le Lusitanias. Et le 3e, c'était un autre grand classique, le Churchill Roméo et Juliette. Ah, oui, donc le fameux Churchill bien connu. Donc des 3 classiques qui, je pense, m'ont mis sur une bonne base pour la suite. Ah ouais. Et donc depuis l'âge de 25 ans, ça fait maintenant quelques années donc que je découvre encore chaque jour un peu plus ce monde-là, mais avec beaucoup d'avidité. Ah, c'est marrant, hein. Et c'est vrai qu'on a tous nos ouais. Après, moi, je sais que je suis allé assez vite donc dans une civette. Donc civette, évidemment, presque tout le monde voit ce que c'est. C'est en fait un buraliste spécialisé avec des armoires humidifiées, spécialisé dans les cigares. Et moi, je crois que j'avais enchaîné. Il y avait ce Roméo et Juliette Churchill, ouais. Que d'ailleurs j'avais fumé en regardant la cérémonie des Césars et j'avais été malade. Enfin, ou pas loin d'être malade parce que je crois que le tirage était assez serré. Ouais. Et je me suis un peu forcé à tirer dessus. Ouais, et un petit peu pas étouffé, mais tu vois, j'ai un peu perdu mon souffle là-dessus. Il y avait un petit San Cristobal de la Habana. Oui. Je sais plus lequel, mais voilà, format Corona ou quelque chose comme ça. Ouais, j'ai oublié le nom. Et puis j'ai oublié le 3e, mais c'est pareil. Non, c'est d'ailleurs, on vous encourage sur Facebook notamment, éventuellement à nous dire avec quoi vous avez commencé et en quoi ça a été fondateur dans votre histoire. Est-ce que c'était des grands modules? Est-ce que c'était des petits modules et en quoi ça a déterminé la suite, quoi? Très bien, je te propose qu'on écoute Frédéric Barrette. Avec plaisir. Qui s'est confié et qui nous a parlé du feu, mais pas que. Comme tu le sais, Frédéric, le thème de ce podcast et le liant de toutes nos histoires et tout ce qu'on va raconter, c'est le feu. D'ailleurs, j'entends ton briquet qui vient de craquer à l'instant. Le feu, effectivement, c'est pour nous le feu qu'on utilise pour allumer nos cigares, mais aussi pour évidemment la cuisine, qui est ton domaine de prédilection. Comment toi, tu as appréhendé dans tes débuts de cuisinier le maniement du feu? Alors, le maniement du feu... Moi, j'ai eu la chance de connaître les fourneaux à charbon. Et ça, c'était vraiment à tous mes débuts, à mes 14 ans.
Je travaillais dans un relais château qui s'appelait à Rambouillet, qui s'appelait le relais château avec M. Bouchereau. On avait 2 macarons Michelin, il y a 32 ans de ça. 32 ans. 33 ans, pardon. Et j'ai connu la fin du fourneau à charbon. C'était un enfer. C'était le truc de fou. C'était une chaleur intensive dans la cuisine. C'était quelque chose de bouillonnant. C'était quand on est jeune apprenti comme ça, qu'on est dans des brigades où on était quand même une quinzaine. C'était le petit nouveau, donc on faisait tout ce qui était recharge de charbon, tout ça. Donc j'ai vraiment cette appréhension jusqu'à... Le fourneau a changé assez rapidement à l'époque. J'ai dû faire 1 an et demi avec. Après on est passé au fourneau à gaz, qui là vraiment était la Rolls du fourneau. On n'avait pas besoin, c'était propre, on n'était pas noir quand on sortait de la cuisine. Et là on est arrivé avec des cuissons complètement différentes, parce que je me rappelle à l'époque, le fond qui tournait sur le fourneau toute la journée, les vapeurs de fond, c'était en permanence sur le coin de la plaque. Ça, c'était mon apprentissage. C'est les odeurs de mon apprentissage, ça. Et donc, après, on est passé sur un fourneau à gaz traditionnel, où là, le chef a changé ses modes de cuisson. On n'était plus sur des cuissons si longues, on était plus sur des cuissons plus rapides, parce que le gaz avait un rendement bien supérieur au charbon. On avait une cuisson constante. On pouvait couper quand on voulait. On pouvait couper quand on voulait, on pouvait faire ce qu'on voulait avec. Et c'est vrai qu'il y avait moins... Le fourneau était coupé l'après-midi, lorsqu'avec le charbon, c'était jamais coupé. Hein. Le fond, il tournait toute la journée. Hein. Et là, c'était coupé l'après-midi. C'était différents modes de cuisson. Et aujourd'hui, donc, tu utilises toutes les techniques modernes, j'imagine, de cuisson qui passent par la vapeur, les basses températures, évidemment tout ce qui est braisage, rôtissage, etc. n'a pas changé. Peut-être même de la grillade, du barbecue, des cuissons peut-être, je crois, sur pierre. J'ai déjà mangé chez toi des Saint-Jacques cuites sur pierre. Tu peux en parler peut-être ? Oui, c'est une idée que j'avais eue sur Paris. C'est une idée commune que j'avais connue chez Robert Bardot à Lille. Donc bien normal à Monsieur Anton au Pré-Catelan. C'est une idée que Robert avait eue à Lille. Il avait fait des cuissons comme ça sur le galet. Il avait ramené des galets un jour. Il avait dit, je sais pas où il avait trouvé ça. Il a dit on va essayer de cuire dessus. Donc on avait fait cuire des Saint-Jacques. Et j'ai repris l'idée moi aux coulisses à Paris. Et je sais qu'Anton fait la même chose aujourd'hui au Pré-Catelan. Il faisait la même chose. Je sais pas s'il continue à le faire. Et c'est une cuisson. Pour moi, c'est une cuisson où le convive peut continuer à cuire son produit. Il fait ce qu'il veut. Il veut le manger bien cuit, il le mange bien cuit. S'il veut le manger cru, il le mange cru. Il fait ce qu'il veut dessus. Donc c'est un peu c'est le système de la pirade, tout simplement. Frédéric, si demain tu devais réduire ta cuisine à sa plus simple expression, et en supprimant quasiment tout ton matériel, qu'est-ce que tu garderais comme mode de cuisson, comme source justement de chaleur, de feu pour cuisiner ? Je garderai le gaz. Pour moi, c'est indispensable. On ne peut rien faire sans le brûleur, sans une plaque. Les cuiseurs à basse température, c'est très très bien pour certains produits. C'est très très mal pour d'autres. Je pense que la meilleure des cuisines aujourd'hui est faite sur le gaz ou sur ses dérivés, qui est l'induction, ou, voilà, pour les gens qui savent l'utiliser correctement. C'est pas mon cas, donc je l'utilise pas du tout. Non, moi je serais malheureux sans gaz. Ouais. Je serais un grand malheureux. Je t'ai vu l'autre jour faire cuire des palourdes dans un moyen de cuisson assez particulier, qui je crois est une cafetière à siphon. Tout à fait. D'où t'es venue cette idée et pourquoi c'est intéressant de le faire ? Pour avoir Alors, il y a Thierry Marx qui fait cuire... J'ai vu un reportage il y a quelques années sur Thierry Marx qui fait cuire des coquillages dans une cafetière lambda, une cafetière qu'on peut trouver dans le commerce, qui l'eau coule dessus au coquillage. Et donc moi je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire dans une cafetière à siphon, ça s'appelle un Kona. Et là on a une cuisson parfaite. On a une cuisson du coquillage qui est parfaite. L'eau monte, chaude, redescend, et quand elle est redescendue, le coquillage est parfaitement cuit. C'est juste une technique de cuisson qui est vraiment très sympa, que j'aimerais bien utiliser un peu plus, mais qui est un peu compliqué, parce que c'est du matériel qui est très fragile et qui coûte très cher, donc c'est un peu compliqué. Mais c'est une cuisson que j'y pense tous les jours. Ça me fait penser un peu à la cuisson des crustacés que mes parents m'ont transmise, qui consiste finalement à faire un bouillon sur la langoustine et de couper tout de suite, ouais. et juste de garder en fait la température ouais. de
de la gamelle, Ouais. et ça va redescendre tout doucement, et Le coquillage est crustacé- parfait. Le crustacé est parfait. Parfait, et ça reste ferme et c'est délicieux. Ouais, quoi. c'est tout à fait ça. C'est le mode de cuisson qu'utilise beaucoup Alexandre Couillon, ça. À la marine, à Noirmoutier. Ces coquillages, il les cuit tous quasiment comme ça. Avec un bouillon chaud sur un coquillage qui laisse réduire en température. Voilà, ça pour les crustacés, c'est la meilleure des cuissons. Quel serait le futur pour toi, alors pour toi Frédéric Barrette, mais futur de la cuisine, vers où on va? Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, on est reparti sur une vraie cuisine de saucier. Ce qui nous manque depuis 15 ans à peu près, je pense qu'il y a une quinzaine d'années, on a arrêté les sauces dans les restaurants pour des raisons d'adaptation par rapport à la clientèle, je pense, pour des raisons de facilité via le manque de personnel, puisqu'on est parti sur une cuisine d'assemblage, sans sauce, avec des pâtes, avec des huiles aromatisées à ce qu'on veut. La poudre de perlimpinpin souvent, puisque les huiles aromatisées, des vraies, il y en a très peu. Je pense surtout à l'huile aromatisée à la truffe, qui est une ineptie complète, puisque souvent c'est fait avec des essences de truffe qui sont artificielles, puisque l'essence de truffe naturelle n'existe pas. On n'a pas réussi à la créer, on n'a jamais réussi à la faire. Voilà, on était sur une cuisine d'assemblage où on n'avait pas besoin de beaucoup de personnel, on n'avait pas besoin forcément de savoir cuisiner, donc ça a laissé la porte ouverte à beaucoup de gens qui ont été récompensés par plein de choses, parce qu'ils le méritaient peut-être certainement, avec des idées d'assemblage que des vrais cuisiniers n'auraient pas forcément eu. Mais je pense qu'aujourd'hui on est reparti sur des vraies bases de classiques, avec des vraies sauces. D'ailleurs je pense au doyen, monsieur doyen, comment s'appelle le chef, je sais plus. Le nom du chef du doyen, tu connais? Yannick Aleno. Yannick Aleno, qui est parti sur des systèmes de réduction, comme il dit très bien, des réductions à froid ou des réductions à chaud, on peut faire les deux, et qui a remis au goût du jour les sauces via son aura médiatique. Mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont beaucoup travaillé dessus et qu'aujourd'hui on est reparti sur une base de vraie cuisine française, et je pense qu'on en a vraiment besoin. Ah, déjà on a quelque chose d'un peu plus sucré, plus de fruits aussi. La mousse est plus compacte. Oui. Donc comment s'appelle cette bière? Alors écoute, attends, regarde, il n'y a pas de secret, je vais reprendre la bouteille que j'ai posée là. On est toujours, c'est toujours une bière de chez Mathieu Ferré, elle s'appelle la Chanik, C-H-A-N-I-C-K, Chanik. Voilà. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, écoute, on est sur une jolie étiquette rose avec ce petit personnage avec un chapeau noir et une cape noire comme ça, sur lequel est écrit Birrificio Mat, donc la brasserie de Mat. On est sur une bière à 6 degrés 3. Et voilà. Et donc, moi, c'est une de mes préférées. On est là encore sur quelque chose qui a une belle amertume. Ah, c'est marrant, ça fait penser un petit peu à l'école anglaise. Alors, il y a l'amertume, il y a le houblon, mais il y a ce côté un peu sucré et moelleux Ouais. au cœur. Hein. Est-ce que c'est un peu caramel? Est-ce que Ouais, c'est c'est un ça. peu On sait fruit pas trop. confit ou quelque chose comme ça? Je suis d'accord avec toi. On est sur certaines bières de pub d'accord, qui hein. commencent à avoir un peu de corps. Ah, c'est plutôt l'école anglaise que l'école Irish. Ouais, exactement. Et c'est pas mal du tout, hein. Très joli. Intéressant. Sympathique. Mais alors, du coup, on parle de bière. Je sais pas si on va froisser certains, voilà, mais qui s'attendent peut-être à ce qu'on parle d'autre chose. Mais alors justement, est-ce qu'on peut parler de... Moi, j'aimerais bien ça. Tu sais que moi, c'est une question qu'on me pose à peu près une fois par semaine. Ouais. Qu'est-ce que je peux boire avec ce cigare ou avec les cigares en général? Est-ce que j'ai bien fait? J'ai acheté telle bouteille de cognac, tel spiritueux. Et bah, écoute, tu vas me dire comment tu réponds à ce genre de questions. Et moi, je suis toujours assez embêté. Et je vais te dire pourquoi je suis embêté. Ouais. Parce qu'à titre tout à fait personnel, quand j'ai affaire à une belle bouteille de whisky, j'adore la découvrir, l'appréhender, faire connaissance avec elle
pour ce qu'elle est. Et pas comme un corps. Pardon ? Pas comme un accord. Et pas forcément comme un accord, et même pas du tout, en tout cas au premier abord. Je crois que j'ai besoin d'ailleurs parlons de cette bouteille un peu fantasmée, j'ai besoin d'abord de bien la connaître, d'y revenir, de discuter avec elle. C'est pour ça que je suis parfois embêté, y compris quand je me retrouve dans un fumoir ou chez un bon ami. Si le spiritueux en face je le connais pas très très bien, j'ai presque envie d'avoir d'abord un petit tête-à-tête avec le spiritueux avant d'y mettre un cigare. Moi, je suis sûr que c'est un sujet qu'on va évoquer quasiment à tous nos épisodes de podcast parce que c'est un sujet sans fin. Mais moi, la première réponse que je ferais à cette question, c'est de demander à la personne, mais au fond, indépendamment de l'accord, qu'est-ce que tu aimes ? Qu'est-ce que tu aimes ? Parce que si tu aimes le thé, on peut discuter des accords entre le thé et le cigare. Si tu es fan de vin, on peut en parler. Et si tu es fan de whisky, de rhum, de porto, de tequila, de ce que l'on veut, on peut en parler parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a une infinité d'accords possibles, mais les accords qui vont être intéressants déjà, c'est de partir sur une base connue par la personne parce qu'elle a un référent de palais. Et donc elle va voir comment le cigare va compléter son palais. Et si elle a un référent de cigare, avant tout, elle peut se dire, moi je fume que tel type de cigare. On peut se dire, oui, on va aller chercher dans les spiritueux, dans les vins, dans les boissons chaudes que tu aimes, le café notamment, le thé, on en a parlé il y a 2 secondes, des accords qui peuvent être intéressants. Mais je pense qu'au départ, il faut quand même avoir une base. Moi, je sais que j'ai parfois des gens après qui reviennent et qui me disent voilà, bah du coup, j'ai décidé d'aller sur un rhum ou d'aller sur un whisky, alors qu'à la base, ces personnes ne sont pas forcément très fondues de whisky ou connaissent pas bien, ou connaissent pas forcément bien, ou sont pas encore sûrs de leur goût. Et donc, ça fait à la fois le cigare commence à faire partie de ma vie, j'ai envie qu'il fasse bien partie de ma vie. J'ai voulu très bien faire en disant bah forcément ça va être un whisky ou un cognac, rhum, le truc plus classique que tout le monde connaît, ou un cognac, qui est vraiment pas un accord facile d'ailleurs. Absolument, et du coup ce sont des personnes qui vont être plutôt déçues ou plutôt impressionnées, je pense que c'est ça aussi, gustativement, etc. Et du coup ça fait pas forcément de bons accords. Mais t'as raison, je crois qu'on va y revenir souvent, et d'ailleurs y compris avec des invités ou des intervenants avec qui on explorera cette question. Mais je pense qu'il y a quand même un spiritueux dont on ne peut pas ne pas parler, c'est le whisky. Absolument. Évidemment. Et toi Sébastien, tu as eu cette chance il y a quelques semaines, tu es allé au Whisky Live à Paris. Tout à fait. Et alors moi, première question d'abord, alors moi j'y suis jamais allé. D'accord. Pas encore eu pas encore eu l'occasion, on va dire que ce sera pour l'année prochaine, on ira ensemble, avec des micros partout. Mais d'abord, c'est quoi le Whisky Live ? Et cette année, qu'est-ce que tu y as trouvé ? Le Whisky Live, c'est un événement national, c'est un bel événement, il y a 10 000 personnes qui fréquentent le salon en 3 jours, c'est pour les professionnels, c'est pour les particuliers. Donc l'idée, c'est tu rentres dans le salon avec ton verre de dégustation, et puis tu vas pouvoir aller de stand en stand, découvrir tous les whiskies du monde. Alors pas tous, mais une grande partie en tout cas, de tous les terroirs. Tu vas pouvoir découvrir aussi des rhums et d'autres spiritueux, mais c'est quand même principalement, comme son nom l'indique, tourné autour des whiskies. Et du coup, alors cette année, qu'est-ce que tu as noté, enfin qu'est-ce que tu as apprécié, dis-nous quels sont les moments forts de ton Whisky Live cette année. J'ai sur le salon croisé pas mal de connaissances, et notamment Philippe Juget. Ah oui. Philippe qui va nous dire 3 mots dans le micro juste après. Et puis aussi de chez Douglas Lane, John Bakers, qui va nous parler d'un whisky de grain, d'une distillerie que je ne connaissais pas, qui s'appelle Combus, et qui a disparu depuis quelques années. Et il faut un whisky de grain qui, moi, m'a beaucoup plu, notamment pour l'accord avec le cigare. Et dans la même idée, j'ai aussi bien aimé The Cheetah, donc chez Suntory. Suntory qui est donc un des plus grands importateurs de whisky, ou exportateurs plutôt, si on se place du point de vue du Japon,
et qui, avec Nika, propose de très belles sélections maintenant avec des whiskies qui ont plus de 30 ans d'âge. Hein. C'est quand même, ça commence à faire des sacrés vieillissements. Et donc là, ils ont The Cheetah qui est en fait une distillerie chez eux qu'ils ont acquise dans le groupe et qui fait essentiellement des whiskies de grain aussi. Et là, pareil, on a un whisky qui est pas trop cher, qui doit, je pense, être vendu aux alentours de 60 €. Donc avec un bon rapport qualité-prix et un magnifique équilibre. Ouais. Et que moi, je vois aussi très très bien être associé avec des cigares. Voilà, alors voilà, je pourrais en parler, il y en a plein d'autres. Mais je te propose qu'on écoute Philippe, qui a 3 ou 4 mots à nous dire. Allez, on Ah oui, écoute. non, pardon. Philippe, oui, parce que Philippe, je lui pose une question toute bête. Attends, juste, et Philippe, on peut quand même dire que c'est lui qui a écrit le whisky pour les nuls. Oui, entre autres. Voilà, on Philippe, peut- c'est un spécialiste du whisky et des spiritueux en français. C'est Whisky Magazine aussi. C'est Whisky Magazine, c'est plein d'aventures Voilà. au moment du whisky. Oui. Pour le situer, ouais. Et donc Philippe, je lui ai posé une question qui moi, j'ai pas forcément la réponse justement. Je voulais avoir son avis. Et je lui demandais, grosso modo, on a depuis 10 ans, là, il y a un engouement phénoménal pour le whisky, 10-15 ans. C'est devenu un des spiritueux les plus recherchés, les plus chers aujourd'hui. Mais moi, je trouve qu'on a, à force de sophistiquer les choses, notamment dans les maturations, avec des fûts, des traitements en fûts de plus en plus compliqués, où des fois on a 2-3 vieillissements dans 2-3 fûts différents. On va associer des fûts qui ont vu déjà du vin, d'autres spiritueux, de différents types de bois, etc. Avec plus ou moins longtemps de tel fût, tel autre. Et autre, parce qu'il n'y a pas que le fût, mais je pense que c'est une caractéristique vraiment prédominante dans les 10 dernières années. Moi, je me demande si on n'est pas allé trop loin des goûts du whisky, des goûts de départ, moi ceux qui m'ont fait vibrer. Et du coup, je demande à Philippe ce qu'il en pense parce qu'il a cette vue, je pense, très pointue aussi sur les fabrications et sur les marques et ce qu'elles font et pourquoi elles le font. Voilà. Moi, je crois pas. Le whisky, c'est une catégorie. C'est pas une appellation, c'est pas une indication géographique. Il y a des appellations dans le whisky, il y a des indications géographiques dans le whisky avec des cahiers des charges et qui réglementent la façon de produire. Mais justement, le whisky est une catégorie. Il faut laisser de la créativité dans cette catégorie-là. Alors, c'est vrai qu'en termes de fût, parce qu'aujourd'hui, il faut voir pourquoi on fait les choses. Souvent pour de mauvaises raisons. On essaye d'aller chercher des clients avec des goûts qui sont pas les clients naturels du whisky ou les goûts naturels du whisky. Donc peut-être que sur certaines expérimentations on va un peu trop loin, mais il y a plein d'endroits où je pense que l'industrie du whisky s'est pas encore totalement penchée sur la question, en particulier les alambics, les façons de distiller. On est allé sur le fût pour des bonnes raisons et des mauvaises raisons. On va se retourner vers des choses très sérieuses et des bonnes raisons qui sont évidemment la façon dont on produit et en particulier la distillation. Est-ce que tu as eu un petit coup de cœur cette année sur le salon ? Moi j'ai un faible pour les spiritueux français évidemment et les whiskies français. Alors c'est vrai que là on a la maison Benjamin Quens qui s'est lancé. C'est pas un petit coup de cœur parce que c'est des jolis jus, mais voilà, c'est le coup de cœur pour l'initiative. Ce sont des gens qui essayent de proposer autre chose dans le monde du whisky. Ils ne sont pas distillateurs, ils sont qu'embouteilleurs. Ils s'appellent même éditeurs de whisky pour justement essayer de proposer une autre approche, essayer de décloisonner un peu les genres et de la rendre plus accessible à des gens qui naturellement iraient peut-être pas vers ce genre de spiritueux. Donc voilà, ma mention et mon petit coup de cœur, maison Benjamin Quens. Merci pour ça. Salut Philippe. Merci. Donc voilà, tu vois Philippe qui a toujours un regard bien précis, bien pointu sur les choses, et moi je trouve qu'il a raison. Faut laisser aussi les consommateurs se faire un goût, un palais, une idée, et puis de toute façon derrière se rangent aussi les faiseurs. Et il a raison. Je pense que l'avenir est il y a encore plein de surprises et il y a un vrai travail à faire sur la distillation, sur plein de choses. Donc voilà, et puis donc je vous proposais aussi d'écouter Jen Bakers qui voulait nous parler en 3 mots de cette distillerie Cambus. Alors le whisky de grain, c'est des whiskies qui ne sont pas tellement connus. Et Cambus, c'est une distillerie qui est fermée depuis 1993. Et c'est distillé à un taux d'alcool plus élevé, mais c'est le vieillissement en fût, surtout le vieillissement en fût de Bourbon, qui donne un style très rond, très doux, un peu vanillé, crémeux. Et pour moi, ça marche très bien avec un cigare parce que ça fait le complément avec un cigare au lieu que
on a le même goût du whisky dans la cigare et qu'on combine de whisky tourbé. Mais ça, c'est toujours une question de goût personnel. Très bien. Merci John. Avec plaisir. Mais Guillaume, je crois que on va bientôt dire au revoir, mais avant ça, quelques actus peut-être du tout petit monde du cigare. Oui, bah, c'est vrai vous avez peut-être vu ici ou là dans vos civettes préférées l'arrivée de ces 2 nouveaux modules de chez Quai d'Orsay. Il y en a 3, je crois. 3, pardon. Ouais. Le Coronas Claro, le numéro 50 et le numéro 54. Et c'est vrai que le numéro 50 et le 54 Ce sont les 2 vraies nouveautés. Ouais. sont les 2 vraies nouveautés. Donc, ce qu'on s'est dit en fait, c'est que donc on les a goûtés. C'est 3. Les 3, c'est plutôt bien. Mais on s'est dit qu'on vous en reparlerait quand ils auront. C'est trop fermé. C'est vraiment trop Voilà. jeune. Exactement. Quand ils auront un peu vieilli, quand ils auront eu un petit peu de cave, comme on dit, on va les laisser s'affiner, on va les oublier. Voilà, ça c'est un peu un truc en matière de cigares. Il faut savoir patienter. Ouais. Savoir aussi patienter, ne pas forcément consommer immédiatement quand ça sort. Et donc on vous en reparlera très prochainement, mais on peut dire que c'est déjà dans les civettes et que comme je pense qu'il n'y aura pas forcément des volumes énormes, en tout cas dans les premiers temps, on peut assez facilement s'offrir quelques exemplaires. Non, il faut les tester. Et puis les tester. On en reparlera bientôt. Ouais. On en reparlera bientôt. Il y avait aussi, je crois, qui est sorti il n'y a pas longtemps, un briquet assez intéressant parce qu'il conjugue à la fois une flamme torche avec une flamme tout à fait classique. Ouais. Donc, sur le même briquet, on a une flamme qu'on peut activer avec la molette comme d'habitude. Et puis, en recliquant dessus, on peut avoir la torche, c'est ça, non, Guillaume? Ouais, c'est exactement ça. Bah, j'ai eu ce briquet entre les mains. C'est vrai qu'on peut parler de technologie hybride. C'est Dupont qui sort ça. Voilà, c'est Dupont qui sort ça. En fait, l'idée, c'est que donc cette fameuse molette que vous avez sur le côté du briquet, donc vous la frottez, et évidemment, ça actionne une flamme souple, en tout cas une flamme classique. Et puis, si vous avez envie d'une flamme d'un seul coup plus dure, donc torche, donc qui va venir, pourquoi pas rallumer un cigare éteint ou ce genre de choses. Il suffit d'appuyer sur la molette une seconde fois. Donc, moi, je l'ai pas eu en main encore. Hein. Ouais. T'en as pensé quoi? Écoute, moi je l'ai eu en main, effectivement. Bon, voilà, c'est un produit, on va dire plutôt joli. Moi, je me pose quand même une petite question, c'est la solidité, la fiabilité, la durabilité de la technologie. Est-ce que c'est un briquet qu'on va pouvoir se transmettre et tu vois Et garder 40 ans comme certains, moi je sais ans. que voilà, j'entends parler de le père qui a transmis à son fils le fameux briquet Dupont, etc. Ça on l'entend beaucoup sur évidemment des Dupont on va dire d'ancienne génération avec des flammes classiques. Est-ce que là ça va présenter une durabilité? C'est un peu la question qu'on peut se poser, c'est à voir effectivement. Et à propos d'actualité, moi je pense que on pouvait également, on peut aborder aussi, tu sais, tous ces cigares. Et d'ailleurs ça c'est ce que j'aime bien chez toi, t'as toujours ce petit baromètre de dire tiens, tel cigare qui peut être somme toute assez classique, tu vois déjà au catalogue depuis pas mal de temps, et bien se dire que tel ou tel cigare est plutôt en forme en ce moment. Et justement, je crois que tu as repéré un cigare cubain qui en ce moment est un peu à son top et qu'on peut acheter facilement. Qu'on peut trouver facilement. Ouais, vas-y, dis-nous. Ouais, qu'on peut trouver facilement en France, c'est tout simplement le Bolivar Royal Corona. Ouais. Donc qui est un module de Robusto. Donc qui vient à côté des spécialistes selected chez Ramon Alves, les D4 chez Partagas, l'exhibition 4 chez Roméo et Juliette, les Red Edmondo choix suprême, etc. Donc cette gamme de Robusto qui est très fournie et très très courue en France. Et là, franchement, belle surprise depuis quelques mois où je suis tombé successivement sur 3-4 boîtes intéressantes de 2016. Dont 2 que j'ai acquises il y a 6 mois et qui sont parfaits. Juste le Bolivar qu'on aime, beaucoup de corps, le vrai cubain, ouais. Du cuir animal, bon du début jusqu'à la fin, un cigare qui vous lâche pas, qui tient ouais. Vraiment, qui vous tient en haleine, mais pas que, parce que c'est aussi un vrai petit voyage de 45 minutes de goût. Moi j'adore, et puis c'est pas
c'est pas forcément le premier cigare qu'on voit en entrant à la civette, mais moi je vous conseille d'aller regarder bien en haut à gauche ou en bas à droite s'il n'y a pas une petite boîte de Royal Corona qui traîne dans la civette, parce que franchement, en tout cas pour ceux que j'ai vu là de 2016, il y a vraiment du bon travail qui a été fait chez les Cubains. Et c'est un cigare en plus à 11,10 €, donc c'est un bon. C'est à la fois c'est un bon rapport qualité-prix. Tout à fait. C'est partie de ces cigares qu'on peut aimer en étant débutant ou en étant amateur très confirmé, donc c'est intéressant. Voilà pour les actus du moment. Ça va déjà être la fin alors. Bah ouais, là vraiment c'est la fin. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que notre petite discussion vous a intéressé. Et puis alors si vous avez des commentaires, bah on vous attend sur les réseaux sociaux, sur Facebook, l'Instagram qui va bientôt arriver. Voilà. Hein, mais essentiellement Facebook effectivement, ou le mail. On peut rappeler l'adresse mail peut-être pour des suggestions, des critiques, pas trop méchantes on espère, mais voilà, et puis des suggestions peut-être de sujets. Donc le mail c'est contact au singulier @lespasseurdefeu en un seul mot .com. Bah voilà, formidable. Sébastien, merci beaucoup. Bah merci Guillaume. Et puis au prochain épisode. À la prochaine. Les passeurs de feu, le podcast qui vous enflamme. Non, le podcast. Le podcast qui vous... Le podcast. Le pot Podcast. Podcast. Passeur de feu, le podcast qui vous enflamme.